Pour bricoler dans de bonnes conditions, il faut des bons outils et des bonnes protections. Voilà une paire de chaussures de sécurité que l'on m'a envoyée pour tester. Alors je vous en dis rien pour le moment car je viens de les recevoir. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il y a des chaussures de différentes qualités et que parfois on n'en a pas pour son argent. Allez, on va fabriquer une serre à semis en essayant de ne pas se blesser. Alors avant de vous jeter sur les commentaires pour me dire « Ouais, t'as copié la serre d'Antoine le potagiste », allez jeter un œil sur les anciennes vidéos de ma chaîne. Cette serre à semis adossée est la déclinaison de la serre que j'avais fabriquée pour ma terrasse quand j'habitais à Rouen. Je vous ai mis le lien en description. Alors j'ai simplement pris ce modèle pour en faire une version de 4 mètres de long. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi fabriquer ce genre de serre à semis. Mais dans mon cas, il y a une multitude de raisons. Si vous me suivez, vous devez savoir que je faisais les semis dans ma cave et que j'avais fabriqué une étagère à semis chauffante et auto-irriguant. Seulement cette cave est maintenant entièrement dévouée à la culture des champignons. J'ai donc déplacé l'étagère pour la mettre sous ma terrasse. Situation beaucoup moins favorable pour faire des semis, car très exposée au vent et au froid. C'est là où je me trouve actuellement, sous la terrasse. De plus, mon étagère n'est plus raccordée au chauffage solaire. Mais finalement, la culture des champignons se développe et je dois fabriquer une nouvelle chambre de fructification sous cette terrasse. Et au passage, je dois tout déplacer une nouvelle fois. C'est pour cette raison que j'utilise beaucoup le bois pour mes constructions. Je peux facilement démonter. Donc, je me retrouve sans solution pour faire les semis. J'ai bien une serre tunnel, mais je n'ai toujours pas fini de terrasser pour l'installer. Et l'emplacement de cette serre sera assez loin de la maison. Je souhaite avoir mes semis au plus proche. J'ai toujours ma serre adossée que j'avais sur ma terrasse, mais elle est bien trop petite pour mon nouveau terrain. Quoi? Je pourrais faire mes semis à l'intérieur? J'y ai bien pensé, mais j'ai déjà mes sacs de mycélium en incubation et je ne peux pas continuer d'annexer les espaces de la famille pour mes activités professionnelles. Pour un potager familial, la configuration la plus économique, c'est pourtant bien de commencer ces semis à l'intérieur et de les sortir quand ils sont plus grands dans une petite serre de ce type. Mais dans une optique de résilience ou de professionnalisation, ça devient difficile d'utiliser la maison pour ça. Si on regarde les pratiques des maraîchers, ils font souvent leurs semis dans des serres tunnels qu'ils chauffent avec différentes techniques. Enfin, qu'ils chauffent ou pas. Donc pour résumer, je n'ai plus de place, je ne peux pas installer ma serre tunnel et il me faut quelque chose de suffisamment grand pour faire du semis en volume. Il se trouve aussi que je cherche depuis un moment comment masquer ce mur de soutien fait en parpaing. Alors c'est extrêmement moche et je le vois tous les jours. Voilà un emplacement idéal pour une serre adossée. L'exposition sud me laisse espérer que je vais pouvoir rendre ma serre à semis bioclimatique. Je m'explique. C'est un grand mot, bioclimatique, je suis d'accord avec vous. Je veux qu'elle puisse se charger en chaleur la journée pour maintenir la température hors gel la nuit. Alors je ne sais pas encore si je pourrais le faire car je ne vais pas pouvoir mettre un volume important d'éléments lourds pour accumuler la chaleur. L'option que j'ai retenue pour le moment, c'est de faire un torchis sur le fond de la serre. Et on verra ça plus tard. Voyons déjà en détail cette fabrication. Première étape, nettoyer la place et enlever la vigne grimpante. Et en y regardant de plus près, le mur n'est pas d'aplomb. Les fissures laissent penser que le terrain a poussé suffisamment pour le faire pencher. Pour rattraper le faux aplomb et pour me désolidariser du mur, j'ai fabriqué une structure en bois sur laquelle je vais pouvoir visser des dosses délignées. Les dosses serviront d'isolant et de support pour la serre et le torchis. Pour la fabrication de la serre à proprement dit, comme d'habitude, j'utilise des bois bruts de charpente, sauf pour les fermes. Ok, c'est pas vraiment des fermes comme en charpente, mais c'est histoire de donner un nom à cet élément. Pour les fabriquer, j'utilise des poteaux de 7 par 7 rabotés. C'est un poteau destiné la plupart du temps à faire des clôtures de jardin. À titre d'info, quand j'étais en Normandie, que j'achetais ces poteaux à Brico Dépôt, je les payais 6 €. Aujourd'hui, je les trouve pour 11 €. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Ces poteaux sont traités en autoclave et sont parfaits pour les constructions en extérieur.
Pour assembler ces fermes, je vais utiliser des tire-fonds de 8 mm et faire des assemblages par bout. Ce ne sont clairement pas les assemblages les plus solides, mais pour une serre à semis, c'est largement suffisant. Pour des assemblages plus solides, je préfère les mi-bois comme pour mes bacs d'aquaponie. La difficulté dans la réalisation des fermes réside dans la coupe d'angle. Je ne veux pas reprendre l'angle que j'ai déterminé sur mon plan SketchUp, je veux l'obtenir sur le chantier. Pour cela, je place au mieux les poteaux en vérifiant l'équerrage au pied et le parallélisme. Quand ils sont bien placés, je fixe l'ensemble pour éviter qu'ils ne bougent. Je peux à présent placer ma règle. Je trace la coupe sur les poteaux et je relève à la fausse équerre l'angle que je vais pouvoir reporter sur ma scie pendulaire. Au passage, s'il y a bien un outil que je vous recommande d'acheter, c'est ce genre de scie. C'est pour ma part l'outil que j'utilise le plus. Je vous ai mis un lien si vous voulez voir quel modèle j'utilise. Ah, les outils, je crois que ça pourrait faire l'objet d'une chaîne YouTube entièrement dédiée à ce sujet. On pourrait lui donner un nom comme sans outils, pas d'autonomie. Bref, une fois que j'ai calé ma pendulaire, j'en profite pour tailler toutes les pièces. Pensez à bien choisir les montants les plus droits. Pour ça, le mieux, c'est de les regarder par bout et d'écarter les plus voilés. Pour l'assemblage, je commence par percer une chapelle pour noyer les têtes des tire-fonds. Puis je place les pièces en situation en vérifiant l'équerrage. Une fois bien maintenu, je peux percer les poteaux et les visser. L'assemblage du pied est assez simple car c'est un assemblage perpendiculaire. En revanche, l'assemblage du haut est un peu plus délicat. L'angle d'environ 25 degrés a tendance à faire bouger les pièces. C'est pour ça que je perce perpendiculairement par rapport à la pièce inclinée. En aucun cas, il ne faut percer dans l'alignement des poteaux. Sinon, vous pouvez être sûr de faire bouger votre assemblage. Une fois que toutes mes fermes sont assemblées, je peux mettre en place le bardage en dose délignée. Ce sont des planches autour de 5 cm d'épaisseur, plus ou moins bien taillées. Mais à 6 € le mètre carré, je vais m'en accommoder. Je visse les doses sur ma structure en chevron avec les vis de récupération de mes bacs de mon potager de Normandie. Souvenir de mon potager en carré de Normandie, c'est toutes les vis des bacs. Et oui, avant de partir de Normandie, on a tout démonté. Quand j'ai fixé suffisamment de doses pour faire un peu plus de 4 mètres de long, je commence à mettre en situation mes fermes. Et vous pouvez voir au passage que mon sol n'est vraiment pas droit. C'est le point qui va me prendre le plus de temps. Donner des pieds de niveau à ma serre. Pieds que je vais tailler dans des poteaux en plastique recyclé, car il n'est pas question de les faire en bois. Pour éviter que les pieds bougent, je creuse jusqu'à tomber sur la roche. Et vous pouvez voir que par endroits, je n'ai pas besoin de creuser beaucoup. Une fois que les pieds sont en place et qu'ils assurent une bonne stabilité aux fermes, je m'occupe de tailler proprement toutes les doses. Pour ça, je vais m'aider d'un chevron qui restera en place. Je taille les doses avec le même angle que le toit de la ferme, c'est-à-dire à environ 25 degrés. L'étape suivante consiste à poser le plancher de la serre. 4 planches de 20 cm sont prévues, mais les planches de charpente ne sont pas toujours très précises. Alors il faut parfois laisser un peu de jeu, peut-être un peu plus que ce que j'ai pu faire.
Cependant, sachez que les planches de charpente ne sont pas très sèches et qu'elles vont rapidement se rétracter. Alors pour les mettre en place, je n'hésite pas à desserrer le tire-fond du bas de mes fermes et à sauter dessus. Enfin, je peux visser mes planches. Aïe! Oh! Rien de bien grave, hein. Mais tout ça, ça peut être évité avec des gants. Ah, les protections. Je ne sais pas avec quoi vous vous équipez, mais moi, les gants, c'est souvent une protection que je néglige. Je trouve que les gants coûtent cher et ne durent pas longtemps. Voilà une paire en cuir plutôt destinée au jardin. Dès qu'ils sont mouillés, ils deviennent durs comme du carton et ils finissent très vite par se déchirer. Pour les travaux de bricolage, j'utilise plutôt des gants grippe. Mais franchement, c'est pas mieux en termes de durabilité. Voilà un modèle d'une marque connue. Et vous pouvez voir que le grip se décolle. Il faut savoir que les gants, ils sont quasiment neufs. Alors rien de bien grave, sauf que quand vous les utilisez avec une visseuse. Le grip peut facilement s'enrouler autour de la vis. Je me suis fait prendre une fois et je peux vous dire que je m'en souviens. Voilà des gants tout neufs que le fournisseur de chaussures m'a envoyé pour tester. Pour le moment, je vous en dis rien. Je ne les ai pas encore assez pratiqués, mais on en reparlera. À présent, on peut passer à la réalisation des portes. 2 portes de 50 cm de large sont prévues par travée de 1 m. Je dois donc assembler 8 portes. Là encore, j'utilise du bois de charpente, toujours avec les mêmes planches et des tasseaux de 3 par 4, approximativement. Je commence par assembler le cadre de la porte, toujours avec un assemblage par bout tenu avec une vis de 6 par 80. Ensuite, je taille à la circulaire le champ d'une planche avec un angle de 45 degrés. Ce biseau doit servir à évacuer l'eau qui pourrait ruisseler sur les plaques de polycarbonate. Je dois tailler 8 planches et donc je m'installe pour pouvoir enchaîner la série. J'ai commencé avec ma scie circulaire sans fil, mais il faut bien admettre que ça manque de pêche. Je sors donc la filaire. Je peux maintenant visser mes planches sur le cadre des portes. Je ne me souviens plus pourquoi je n'ai pas terminé mes portes, mais dans mes rushs vidéo, la suite, c'est le toit. Alors allons-y pour le toit. Pour bien placer ma feuille de polycarbonate, je fixe un chevron sur le bout de mes fermes pour les maintenir et assurer un écartement régulier de 1 mètre. Vous pouvez voir aussi que j'ai pris soin de visser une pièce de bois pour assurer le maintien de l'équerrage. Une fois que l'ensemble est solidaire et fixe, je peux placer mon polycarbonate. Les plaques se taillent très bien avec une circulaire, mais ça génère beaucoup de copeaux de plastique. Je regrette de ne pas avoir d'aspiration reliée à mon électroportatif. Il faut aussi souffler l'intérieur des alvéoles pour éliminer les poussières. Ensuite, je peux placer les plaques et les maintenir avec un serre-joint en place. Puis, je visse une petite cale de l'épaisseur de la plaque sur le haut du toit.
cales qui doivent recevoir des planches du haut de toit. Alors je n'ai pas mis de polycarbonate jusqu'en haut pour deux raisons. Éviter d'acheter deux feuilles supplémentaires et parce que je réserve le haut pour mon système de ventilation. Une fois le toit terminé, je reprends l'assemblage des portes avec la pose du polycarbonate. Les plaques seront simplement posées sur le cadre et pincées entre le montant et un tasseau. Tasseau qui doit recevoir deux coupes d'angle. Une au pied pour épouser la planche goutte d'eau et une en tête pour faire le cadre. Le tasseau est maintenu puis vissé dans le montant. C'est largement suffisant pour avoir un ensemble rigide. Je peux passer à la pose des pommelles. Alors oui, je sais, les pommelles, ça s'encastre. Mais franchement, je n'ai pas de défonceuse et ça fait beaucoup de travail de tailler 16 encastrements. Défonceuse, sûrement l'outil numéro 2 après la pendulaire. Pour ce genre de fabrication, je me contenterai d'un simple vissage. Certes, ça laisse un jour plus important entre le montant et le poteau de la porte. Mais je verrai dans un second temps comment étancher et climatiser au mieux la serre. Pour placer les pommelles, je commence par visser celle du haut. Elle se place sur le tasseau que j'ai taillé juste avant. Pour cette pommelle, pas de souci particulier. C'est pour celle du bas, qui tombe dans le champ des planches. Là encore, c'est un vissage par bout, mais qui demande plus de précision, et les nervures du bois font bouger la mèche. Sur les autres portes, mais je fais en sorte que les trous de la pommelle tombent entre deux nervures. C'est de la bidouille, je suis d'accord, mais on n'est pas dans du mobilier d'art. Pour mettre en place la porte, je relève l'emplacement de la pommelle sur le poteau et je commence par visser la pommelle du haut. Je peux comme ça déjà placer la porte et déterminer l'emplacement de la seconde pommelle plus facilement. Pour la fermeture des portes, je teste pour le moment des aimants de porte. Je crois que c'est un peu limite. Une bourrasque peut ouvrir et faire claquer les portes. Mais on en reparlera. Quand toutes mes portes sont en place, je peux boucher les trous. Alors ça commence par le dessus des portes. Juste une petite plaque de polycarbonate maintenue par des tasseaux.
Dans ma première version de serre à semis adossée, j'avais fait un toit ouvrant, ce qui me permettait de laisser ouvert par temps d'ensoleiller. Alors je n'ai pas opté pour ce genre de toit dans cette version, car elle est plus haute et la complexité du toit ouvrant serait à répéter 4 fois. Pour la ventilation, je verrai plus tard. Soit j'opte pour une ventilation mécanique qui se déclenche avec une sonde de température, soit j'opte pour une ventilation passive avec des vérins qui se dilatent avec la chaleur. Je n'ai pas encore choisi. Pour clore la serre, il ne reste plus qu'à lui mettre des côtés. Même principe que pour les portes, avec une planche taillée avec un angle de 45 degrés pour évacuer l'eau, puis la feuille de polycarbonate sera pincée entre deux tasseaux. Pour l'aménagement intérieur de la serre, je verrai à l'usage ce qui convient le mieux. Pour l'instant, j'ai juste prévu deux étagères espacées de 80 cm. Il est possible que dans l'avenir, j'aménage chaque travée de 1 mètre différemment, avec par exemple un espace sans étagère pour y mettre un agrume en hivernage, un espace avec des étagères sur rail coulissant pour manipuler plus facilement le contenu des étagères, un espace avec des étagères amovibles et un espace avec des étagères fixes. À voir. On verra ça plus tard. Ce genre de serre à semis n'est pas très économiquement rentable. J'ai pas encore fait le calcul exact, mais juste pour vous donner une idée, il y en a déjà pour 300 € de polycarbonate. Donc, pour la structure complète, on est sûrement à plus de 500 €. Et sans compter, bien sûr, les aménagements intérieurs, les systèmes de ventilation et de chauffage. C'est une serre qui ne poussera pas dans beaucoup de jardins, car elle revient plus cher qu'une serre adossée du commerce. C'est un modèle sur mesure qui convient à ma situation. Voilà, j'espère que cette serre à semis pourra vous inspirer pour votre propre jardin. Pour ceux que ça intéresse, sachez que je vais quand même ajouter les plans de fabrication de cette serre dans l'université du jardineur et que vous pourrez l'adapter à vos besoins. Les plans seront déclinables en version de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres et jusqu'à 5. Au-delà, c'est plus difficile de trouver des planches. Voilà, je vous dis à bientôt, sûrement avec du nouveau autour de mon projet d'aquaponie. Ça avance plutôt bien, mais ça c'est aussi parce que j'ai trouvé un bon coach.